Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 4e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Et ce mois-ci, nous vous invitons à un podcast un peu spécial, enregistré lors du Paris Defense and Strategy Forum qui s'est tenu à l'école militaire les 13 et 14 mars dernier. Pendant 2 jours, des militaires, des chercheurs, des universitaires, des hommes politiques se sont rencontrés, ont débattu, ont échangé autour du thème « L'Europe à la croisée des chemins », l'Europe de la défense bien sûr à la croisée des chemins, et c'est l'une de ces tables rondes que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui. Que fait l'Europe pour défendre l'Europe ? À mes côtés, 3 spécialistes des questions stratégiques et de sécurité européenne. Bonjour Philippe Perchoc. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'antenne Europe de l'IRSEM à Bruxelles. Et l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Héloïse Fayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande spécialiste du nucléaire et vous êtes chercheuse, vous aussi à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors on va y revenir, mais on reparle du nucléaire alors qu'on l'avait un peu oublié. Oui, tout à fait. C'est très intéressant à observer. Grâce, disons, à Vladimir Poutine et à ses menaces nucléaires, j'ai beaucoup de travail. Bon, on va vous entendre, évidemment, pas tout de suite, parce qu'on va d'abord aborder les choses les plus classiques. Et évidemment, on vous entendra un peu au cours de cette discussion, un peu vers la fin, sur, évidemment, le nucléaire qui revient sur le devant de la scène. Pierre Haroche, bonjour. Vous êtes chercheur et professeur au Queen Mary University de Londres. Et vous êtes aussi un très grand spécialiste des questions de sécurité et de défense européenne. Philippe Perchoc, que fait l'Europe pour défendre l'Europe ? La première remarque, c'est que déjà, la défense, ce n'est pas vraiment une compétence européenne, quoique. Ça dépend de quelle Europe vous parlez, Daniel. Alors, je parle de l'Union européenne. Ah oui, alors si vous parlez de l'Union européenne, effectivement, c'est une chose. C'est pas une compétence, disons, au cœur du business de l'Union européenne, parce que historiquement, il y a un partage des tâches entre l'Union européenne et l'OTAN. On va aller revenir vraiment sur l'OTAN, bien évidemment. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une question centrale qui est les capacités, et que là, les vecteurs d'augmentation des capacités, ils sont plutôt du côté de l'Union européenne. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de compétences européennes, il y a toutefois un monsieur qui s'appelle Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et pour la sécurité. Alors, on emploie le mot sécurité, on n'emploie pas le mot défense. On joue sur les mots, quoi. Non, on ne joue pas sur le mot de défense parce que le mot sécurité il est plus large que simplement la défense. Et l'Europe elle a aussi des compétences en matière de sécurité externe, sécurité interne. Je prends un exemple un peu anecdotique, mais la lutte contre les feux de forêt, ça reste de la sécurité, c'est une compétence partiellement européenne. La cybersécurité, c'est de la sécurité. Aussi. Le terrorisme, c'est pas de la défense, mais c'est de la sécurité. Alors, je veux dire, est-ce que vous avez prononcé le mot qui fâche parfois lorsqu'on évoque la défense européenne, c'est que la défense européenne, elle est sous-traitée par l'OTAN en grande partie encore aujourd'hui ? Elle n'est pas sous-traitée, disons que c'est la raison d'être de l'OTAN. C'est pour ça qu'elle a été créée. Et donc il y a un certain nombre... l'OTAN, c'est plus les États-Unis que l'Europe. Non, l'OTAN, c'est l'Europe avec les États-Unis et le Canada. Bien sûr, on est ici à Paris, donc ce débat il a une coloration particulière. Mais vu de Bruxelles, je dois dire que ces dernières années, on est dans une logique qui est plutôt une logique de coopération renforcée entre les deux organisations, d'autant que le nombre de membres est en train de finalement presque partiellement s'ajuster. Regardez des pays qui étaient membres de l'Union européenne et qui n'étaient pas membres de l'OTAN, comme la Suède et la Finlande, maintenant sont membres de l'OTAN. Donc le nombre de pays qui sont membres des deux organisations est maintenant une grande majorité. Pierre Haroche, il y a un terme dans le vocabulaire européen qui revient très très fort, c'est le terme d'autonomie stratégique européenne. Alors l'autonomie stratégique européenne, c'est un concept qu'on aime beaucoup en France. C'est un concept qu'a évoqué notamment Emmanuel Macron. Il n'était pas le premier, mais lors de son discours de la Sorbonne en septembre 2017, lorsqu'il a prononcé ce grand discours européen à la Sorbonne, évidemment autour de l'autonomie stratégique européenne, on a dit c'est sympathique, pourquoi pas, mais passons à autre chose, il y a l'OTAN. Et les choses sont petit à petit en train de changer. Oui, alors je pense Emmanuel Macron souvent parle plus de souveraineté stratégique pour l'Europe. Le terme d'autonomie stratégique, oui, il vient de la France, mais bien avant Emmanuel Macron. Et il a quand même réussi à prendre au niveau européen parce que
Philippe parlait des initiatives en matière industrielle. Dès que l'Union européenne s'est intéressée à soutenir avec ses instruments recherche, industrie, l'industrie de défense européenne, et ça a commencé, si on regarde les premières graines, il y a assez longtemps, 2013, les premières réflexions à l'époque, déjà avec un Français à la Commission, Michel Barnier, c'était les premières réflexions, et on parlait déjà d'autonomie stratégique pour financer de la recherche en matière de défense. Donc c'était il y a quand même quelques années. Et après, ça a infusé aussi de façon générale sur les questions de défense. Lorsqu'on a fait une stratégie globale de l'Union européenne, ce terme est revenu. Il a toujours été un petit peu polémique parce que certains pays très attachés au partenariat transatlantique disaient à trop insister sur l'autonomie, vous allez distendre le lien transatlantique, alors qu'il faudrait au contraire le consolider pour être bien sûr d'avoir la protection américaine. Mais aujourd'hui, je dirais que le débat est un peu dépassé parce que, d'une certaine manière, ce sont les États-Unis qui posent le problème eux-mêmes, non seulement parce qu'on sait qu'ils ils regardent de plus en plus vers l'Asie, mais aussi concrètement lorsque le Congrès des États-Unis dit maintenant nous ne voulons plus payer des subsides pour la sécurité européenne. Donc ça, je dirais que ça crée aussi une convergence entre la France et des pays très transatlantiques où on ne se pose plus vraiment la question idéologique, est-ce qu'on est pour l'autonomie, mais on se demande comment faire en sorte de réussir cette autonomie qui de toute façon est là sur la table, qu'on le veuille ou non. Alors, je reviens sur les propos que vous avez dit. Moi, je parlais d'autonomie stratégique. Vous venez, oui, mais le président parle plutôt de souveraineté. Alors, la différence entre l'autonomie et la souveraineté, quelle est-elle ? C'est souvent là, c'est plus une question de langage, c'est-à-dire que l'autonomie, ça a été un mot justement un peu critiqué parce qu'on se disait si vous voulez être autonome, c'est que vous voulez vous distancier de quelqu'un, alors c'est suspect vis-à-vis des États-Unis. La souveraineté, ça, je pense que ce qui plaisait à Emmanuel Macron, c'était le côté un peu régalien, un peu force de la puissance publique, et en même temps aussi de se réapproprier en tant que pro-européen un terme qui avait été souvent associé aux anti-européens, les souverainistes. Mais c'est aussi ça qui fait que certains voient ce terme comme un peu ambigu. Bon, après, il y a des petites guerres rhétoriques, mais qui ne sont pas forcément les plus intéressantes, parce que, pour le dire clairement, aujourd'hui, on est en temps de guerre. On n'en est plus à faire des dissertations de philosophie sur la valeur de tel ou tel concept. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on réussit concrètement les objectifs qui sont dans ces concepts. Alors, Philippe Perchoc, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup pour la souveraineté européenne. Il s'appelle Donald Trump. Dès 2017, soudain, les Européens ont pris conscience que ça avait un sens, le mot souveraineté européenne. Oui, bon, je pense d'abord que peu importe si c'est les républicains ou les démocrates, ce qui est en train de changer aux États-Unis, c'est le lien personnel et biographique presque des présidents américains avec l'Europe. Barack Obama était le premier président américain de ces dernières années qui n'avait pas fait ses études en Europe. Mais ça se voyait, oui. Pas l'Europe. Oui. Donc, je pense que Biden, lui, connaissait très bien l'Europe et depuis longtemps. C'est lié notamment à son âge. C'est lié à son âge, mais donc il y a une question de génération aussi, c'est-à-dire que les Américains du futur, ils verront l'Europe d'un œil probablement très différent. Et nous, les Européens, il faut qu'on fasse avec ça, en fait. Alors, faire comment, justement ? Parce qu'on sent bien que c'était très confortable pour les Européens, la plupart d'entre eux, de vivre sous ce qu'on a appelé pendant des années, le parapluie américain. Ça permettait d'avoir une assurance défense qui ne coûtait pas trop cher. Oui, mais c'était aussi un parapluie sans la pluie. Je veux dire, il y a ça aussi, c'est-à-dire que le parapluie américain, personne ne sait ce qu'il vaut tant qu'il ne pleut pas. Aujourd'hui, c'est la tempête. Ce parapluie, il a l'air solide, mais il faut trouver des moyens de se protéger parce que cette tempête, elle sera durable. C'est pas seulement en fait l'architecture de sécurité des Européens qui change, c'est le contexte. Et l'urgence de trouver des solutions, il est lié à ce contexte, à ce changement qui aujourd'hui paraît durable, parce que c'est pas seulement le rôle de la Russie vis-à-vis de l'Europe, mais c'est aussi tous les bouleversements des 50 prochaines années en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, comme l'a expliqué Pierre, qui font que les Européens doivent, à un certain moment, se prendre eux-mêmes en main. Alors, est-ce que, Pierre Arroche, vous diriez qu'on a franchi le cap de la prise de conscience
européenne. Est-ce que tous les Européens, de Lisbonne à Tallinn, de Stockholm jusqu'à Malte, ont pris conscience de la nécessité de renforcer cette souveraineté européenne et peut-être de ne compter que sur soi-même? Conscience, oui. Mais après, je dirais aussi que la conscience ne suffit pas forcément parce que pour mettre en pratique, il y a encore beaucoup de défis. Je voudrais prendre juste 2 exemples. Si on s'intéresse à la réaction européenne à la guerre en Ukraine, je pense que la première réaction des Européens et d'ailleurs des alliés en général, ça a été de se dire, en donnant des armes qui viennent de nos stocks existants, on va réussir à régler cette guerre. Soit parce que, ça dépend du point de vue des uns et des autres sur la guerre, mais soit parce qu'on donnera suffisamment d'armes à l'Ukraine pour réussir sa contre-offensive, par exemple, ou soit parce qu'on arrivera à pousser au bout d'un moment les Ukrainiens à négocier, selon la perception qu'avaient les uns et les autres. De toute façon, ce qu'on a vu, c'est que cette guerre est devenue une guerre beaucoup plus longue que celle qui aurait pu être réglée avec des stocks existants, que ça devient une guerre de la production industrielle, c'est-à-dire la question, c'est pas qu'est-ce que vous avez au premier jour, mais avec quelle quantité vous êtes capable de produire et avec quelle vitesse. Et donc ça nécessite une mobilisation financière, des instruments financiers qui doivent être innovants, une réorganisation du tissu industriel qui doit se muscler. Donc tout ça, ce sont des efforts qui nécessitent aussi de l'inventivité dans la mise en pratique. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, on a dépassé, je pense, le stade purement idéologique. Oui, d'accord, il faut faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème. Alors, en tout cas, il y a une prise de conscience. Quand on écoute Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, eh bien, elle a lancé des idées sur le thème de l'Europe de la défense. Thierry Breton, commissaire européen, a débloqué, peut-être le mot est excessif, envisage de consacrer 100 milliards d'euros pour renforcer la défense européenne. Bon, il faut définir comment et où va-t-il trouver ces 100 milliards. Bon, ça pose des questions. Là encore, on est dans la prise de conscience, elle est réelle. Je reviens un instant sur Ursula von der Leyen, qui aimerait bien être là de nouveau la prochaine commissaire, présidente de la Commission européenne. Elle se dit, ce serait bien qu'il y ait un commissaire à la défense. Voilà. Donc pour ce qui est de la prise de conscience, vous l'avez dit, elle est réelle, mais comment on transforme l'essai? Alors, c'est intéressant parce que vous parlez de la Commission européenne et je pense qu'effectivement, la Commission européenne est très active là-dessus. Ursula von der Leyen est très volontaire, le commissaire Breton très volontaire aussi. Mais, vous l'avez rappelé au début avec Philippe, la Commission européenne, c'est pas un acteur à qui on a donné la responsabilité de la défense européenne au départ. C'est un acteur qui agit de façon un petit peu biaisée dans cette affaire parce qu'elle agit à partir de ses compétences qui sont initialement des compétences civiles, c'est-à-dire des compétences qu'on lui a données pour gérer le marché intérieur. Compétences en matière de recherche au début, et puis d'organisation industrielle, de subvention de l'industrie de défense, de gestion du marché intérieur. C'est ça les compétences avec lesquelles la Commission européenne agit en matière de défense. Mais ça a des limites. La limite, c'est quoi? C'est que la Commission européenne n'est pas capable d'acheter une arme. Elle est capable de subventionner, d'aider les États membres à en acheter, à s'organiser ensemble pour en acheter ensemble. Elle est capable d'aider les industriels à muscler leur capacité de production, capable de faire tout un tas de mesures techniques. Mais s'il faut dire « j'achète une arme », ça, la Commission européenne n'a pas le droit de le faire. Seuls les États membres peuvent le faire, soit chacun de son côté, soit aussi par des instruments de l'Union européenne, mais intergouvernementaux qui ne passent pas par le budget de l'Union européenne. Et ça veut dire que là, il y a encore ce que je vous disais, c'est-à-dire un effort d'organisation et de volontarisme à avoir. C'est comment est-ce que les États membres vont jusqu'au bout, ajoutent un deuxième pied à cet édifice. Je voudrais prendre juste l'exemple du plan Commission qui a été lancé il y a 1 an, où on a dit qu'il faut qu'on soit capable de donner aux Ukrainiens 1 million d'obus. On a donné cet objectif, on a mobilisé les capacités d'achat des États membres, on a mobilisé la Commission, et c'est un échec. Oui, et 300 000 obus ont été livrés, quelque chose comme ça. Mais donc, ça veut dire, parce qu'on ne s'est pas donné tous les moyens pour acheter vraiment de façon tous ensemble la même chose, le même contrat, pour donner une vraie visibilité à l'industrie qui fait qu'elle a un intérêt à monter en puissance très vite et massivement, etc. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait aussi un deuxième élément qui, à mon avis, jouait dans l'évolution du défi, c'est que les États-Unis, pendant longtemps,
ils ont été présents dans ce conflit en Ukraine et ils ont donné massivement. Et ils ont été les premiers, y compris à mettre des sommes importantes avec une visibilité de plusieurs années, en donnant plusieurs dizaines de milliards à l'Ukraine, etc. Et je me souviens qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a tout un tas d'analystes qui ont dit « c'est la fin de l'autonomie stratégique européenne. Ça n'est plus la peine de se poser ce genre de questions. On est de nouveau dans un conflit classique avec la Russie, l'ennemi idéal historique de l'OTAN, voilà, et pour lequel l'OTAN a été fait. Donc, finalement, le problème est réglé. Refermons la parenthèse de l'autonomie stratégique. » Aujourd'hui, on voit bien que c'était erroné, mais il a fallu du temps pour sortir de cette idée selon laquelle, finalement, ça nous renvoyait à l'alignement parfait Washington-Bruxelles qu'on avait connu pendant la guerre froide. Donc il y a eu, au-delà de la prise de conscience générale, il y a tout un tas d'obstacles et de problèmes de perception qui sont à régler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que les États-Unis vont donner de beaucoup moins, même s'ils arriveront à donner peut-être une prochaine enveloppe à l'Ukraine. Ça va de toute façon être de plus en plus difficile. Il est très clair que ce dont on a besoin, c'est une vraie mobilisation industrielle. On va pas arriver à soutenir l'Ukraine et nous-mêmes derrière avec des bouts je trouvais à droite à gauche. Mais voilà, le chantier de cette vraie mobilisation, ce que Emmanuel Macron ou Thierry Breton appellent l'économie de guerre, il reste sur la table. Alors l'économie de guerre, c'était le thème du précédent débat. On n'est pas vraiment, nous, en Europe, dans une économie de guerre. La Russie est en économie de guerre, l'Ukraine aussi, bien évidemment. Nous, c'est pas vraiment le cas, mais on a quand même une adaptabilité. Vous avez évoqué Pierre Haroche. L'Europe avait prévu 1 million d'obus. Elle a pu en livrer environ 300 000, c'est-à-dire 3 fois moins. Mais on a aussi assisté à l'initiative de la République tchèque de dire si on ne les a pas, débloquons de l'argent pour pouvoir en acheter ailleurs. Il y a donc la Commission européenne, elle a quand même des idées, elle suggère, et puis elle est assez pragmatique finalement. Alors ça, c'est pas la Commission européenne, là, c'est vraiment les États membres, mais parce que là aussi, il a fallu, comme vous dites, être pragmatique, c'est-à-dire certes, il faut muscler notre industrie de défense, et l'idée de départ, elle était juste, c'est-à-dire il ne faut pas acheter uniquement en dehors d'Europe, parce que dans ce cas, on ne muscle pas notre capacité à produire plus que les Russes. Parce que le vrai objectif, si on doit penser aujourd'hui ce que ça peut vouloir dire l'autonomie stratégique, c'est produire plus que les Russes, ou en tout cas autant. Comme ça, on a une vraie garantie du fait qu'on est capable de faire une guerre longue ou d'alimenter une guerre longue face à eux. Mais voyant que ça prend du temps de faire ça, il fallait aussi couvrir l'immédiat et donc acheter sur le marché international pour pouvoir couvrir l'immédiat et aussi d'ailleurs pour éviter que ce soit les Russes qui le fassent. Parce que ce que vous n'achetez pas sur le marché international, ça peut être acheté à droite à gauche, mais ça peut être aussi acheté par les Russes. Et donc ce serait dommage que par esprit un petit peu doctrinaire, on finisse par laisser des armes aux Russes au lieu de les donner aux Ukrainiens. Bon, si j'ai bien compris, ça avance, mais pas forcément assez vite. De toute façon, ça avancera jamais aussi vite que la guerre elle-même. On aura toujours, de ce point de vue-là, un train de retard, ça c'est sûr. Mais il faut faire en sorte qu'on arrive à des choses solides. Je prends aussi l'échéance dont on a parlé. Voilà. Si Donald Trump était réélu, je trouve que moi je le vois aussi comme un échec de la communauté des think tankers européens. Ça fait des années qu'on parle de cette perspective, qu'on l'agite, qu'on dit qu'il faut s'y préparer. Et là, on est à quelques mois de cette possibilité tout à fait réaliste que Donald Trump soit réélu. Et dans le débat en général, on en est encore à « oui, préparons-nous, essayons d'anticiper ». Je trouve que c'est dommage que la perspective de Donald Trump réélu, ça n'a pas été déjà depuis des mois ou même des années une possibilité que l'Europe assume en se disant de toute façon, on est prêt. On est prêt, on est capable d'alimenter l'Ukraine même si Donald Trump est réélu. Voilà. Mais on est encore un petit peu en retard par rapport à ces événements. Alors Héloïse, vous vouliez réagir. Effectivement, on a encore vécu très longtemps sur l'illusion des dividendes de la paix. Oui, mais je voulais surtout réagir en fait sur cette impréparation de la communauté stratégique si jamais Donald Trump est réélu. Je pense qu'il y a aussi un problème typiquement français pour réfléchir à cette j'allais dire opportunité, alors que justement, ça n'en est pas une. Mais on a bien vu que le premier mandat de Donald Trump, donc qui n'avait pas été si dramatique peut-être qu'on pouvait le craindre en termes de soutien à l'Europe, d'intégration dans l'OTAN, avait quand même été vu par certains en France comme une opportunité de dire « Regardez, je vous l'avais bien dit, c'est important de mobiliser l'autonomie stratégique européenne parce qu'on peut très bien avoir un président
américain extrêmement isolationniste. Et donc la France s'était fait un peu taper sur les doigts du fait de cette politique qui pouvait paraître un petit peu arrogante, on va dire, cette posture un peu arrogante de leader de l'autonomie stratégique européenne. Et là, je me demande si justement la perspective d'un nouveau mandat de Trump, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en France coincé en mode, il ne faut pas qu'on le refasse le coup de « je vous avais bien dit que ça n'allait pas être super pour l'Europe d'avoir à nouveau Donald Trump ». Et donc peut-être ça phagocyte peut-être un petit peu la pensée stratégique sur ce sujet-là, parce qu'il ne faudrait pas que la France soit à nouveau taxée d'arrogance, parce qu'on se positionne en tant que leader de l'autonomie stratégique européenne, même si en réalité, comme on l'a très bien dit, c'est plutôt les pays d'Europe centrale et du flanc Est qui sont les plus concernés par la menace russe et donc qui sont les plus moteurs de cette poussée industrielle européenne. Philippe Herschog, je vais vous poser la question toute bête. Et si Donald Trump est réélu, est-ce que c'est finalement une bonne chose pour la défense européenne ou pas ? Pour l'accélération peut-être. Il est réélu pour 4 ans. Donc je pense que dans l'immédiat, vu le niveau d'impréparation, c'est forcément pas une bonne chose. Maintenant, le vrai débat, c'est celui de la montée en puissance de cette capacité industrielle européenne, ce qui est, je pense, un vrai changement de logiciel pour l'Europe. Parce que je crois que ce que tu as très bien souligné, Pierre, c'est que sur le marché international, on est en concurrence pour l'achat d'armes. Ce qui était le même problème que Jean Monnet avait connu pendant la Première Guerre mondiale. Il ne fallait pas que les Anglais et les Français achètent les mêmes ressources sur le marché international contre les Allemands, sinon ça faisait monter les prix. Aujourd'hui, c'est le même débat à l'intérieur de l'UE et à l'extérieur de l'UE. Or, l'UE, elle est libre-échangiste. Libre-échangiste à l'intérieur, libre-échangiste à l'extérieur. Là, on parle de capacité industrielle, politique industrielle, ce qui nécessite en fait une forme de colbertisme ou de souverainisme industriel qui n'est pas du tout dans le logiciel européen et qui pose la question du leadership. Qui sera le leadership qui va pousser, organiser le marché de façon à ce qu'il puisse faire face aux quantités et aux délais qui lui sont demandés. La Commission européenne, elle n'est pas forcément en capacité de le faire parce que ça donne une illusion, ça donne une image de centralisme que certains États membres ne veulent pas. Mais en même temps, la coopération à 27, c'est aussi compliqué sans leadership. Donc c'est vraiment là où je pense est le vrai défi, c'est ce changement de logiciel dont on a besoin. Mais on voit bien, Pierre Arroche, que la coopération industrielle en matière de défense, elle est difficile. Dans le prochain avion de combat où les Français et les Allemands sont en théorie sur la même marche, dans la même direction, on voit bien que c'est difficile. Le char de combat du futur, même chose, c'est difficile parce que finalement, chacun est pour la coopération, condition que chacun profite au maximum et soit le premier bénéficiaire de cette coopération. On sent bien que c'est extrêmement difficile. Alors, il y a effectivement l'idée de libre-échangisme qu'évoquait fort bien Philippe Herschog. Il y a l'idée de coopération qu'essaie de suggérer et d'impulser la Commission européenne. Et puis, il y a la réalité des choses, c'est qu'il y a 27 industries de défense et puis 27 armées européennes. Oui, il n'y a peut-être pas 27 industries de défense, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de développement là-dessus, mais vous avez raison. Après, il y a une question de la capacité des industriels à coopérer entre eux, et je dirais même de leur volonté de coopérer entre eux, parce que, sans donner un scoop, je pense qu'il y a des grands industriels européens qui ne sont pas très très motivés par la logique européenne. Vous avez des noms ? Une entreprise comme Dassault, qui historiquement fonctionne beaucoup au niveau national, pour l'État français. On voit bien qu'ils sont rentrés dans la coopération européenne parce qu'on leur a demandé. À reculons. Mais ils seraient beaucoup plus confortables si on leur disait « produisez un avion 100% français pour la France ». Voilà, c'est sûr. Et on a des équivalents aussi en Allemagne. Je pense que Rheinmetall est aussi un acteur qui ne pense pas forcément au niveau national, mais avec une stratégie mondiale qui serait la sienne et pas forcément focalisé sur la perspective européenne. Donc, il y a forcément un décalage entre l'intérêt stratégique des Européens qui veulent défendre les citoyens européens, et ça, c'est un intérêt politique qui doit être défendu,
les intérêts de l'industrie qui, dans une certaine mesure, peuvent recouper ça, parce qu'ils ont envie de développer aussi l'industrie de défense européenne, mais qui parfois sont pas forcément les mêmes. Et il faut en être conscient. Et il faut être capable, parfois, de dire aux industriels, ça, c'est notre priorité politique. Et le fait que vous ayez des préférences pour des raisons business, pour nous, c'est secondaire. Et je pense que là, c'est important d'avoir un message politique, mais je pense aussi que c'est intéressant de regarder ce qu'on peut faire avec les développements des technologies qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'avion du futur qui sera disponible en 2040, c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément très agiles d'un point de vue industriel et militaire. Si vous voulez être capable de soutenir l'Ukraine ou même de soutenir la ligne de défense européenne vis-à-vis de la Russie pour la dissuader d'attaquer une fois après l'Ukraine un autre pays européen, c'est pas un avion qui arrivera dans 20 ans qui va la dissuader. On voit sur le front ukrainien se développer beaucoup, grosso modo, les drones, c'est-à-dire l'usage de petites plateformes qui mettent pas longtemps à être développées, qui sont pas très chères à développer, qui n'ont pas forcément d'humains, donc qui peuvent être moins sophistiquées parce qu'elles n'ont pas à protéger un pilote ou à avoir des capacités adaptées à un pilote, et qui ne font pas certainement tout ce que pourrait faire une grosse plateforme traditionnelle avec des pilotes et des humains, mais font de plus en plus de choses. Et ça rentre de plus en plus dans la catégorie de ce qu'on appelle du consommable. C'est-à-dire, comme c'est un peu low cost et qu'on peut en produire beaucoup et rapidement, on est moins inscrit dans une sorte de marché captif où, une fois qu'on adopte par exemple un char de combat, on doit le garder pendant une génération entière et on est incompatible avec tous les autres chars de combat. Donc ça ouvre quand même des perspectives, et je me demande si la coopération européenne, elle ne doit pas se porter en tout cas en priorité sur ce domaine du consommable, c'est-à-dire ce qui est important tout de suite pour faire masse en Ukraine, ce qui est important tout de suite pour faire masse sur la ligne de défense européenne vis-à-vis de la Russie. Et c'est peut-être là aussi où on trouvera, en termes d'industriels et de capacité de coopération, des possibilités qu'on n'a pas forcément sur les grosses plateformes traditionnelles. Voilà. Donc il y a aussi des occasions qui apparaissent. Oui, et l'Ukraine est un vrai exemple, parce que l'industrie de défense ukrainienne, le laboratoire des innovations. C'est un laboratoire. Philippe Herchoc, vous voulez réagir? Oui, je pense qu'en fait, pour les industriels européens, le monde a totalement changé. C'est-à-dire, ces 15 ou 20 dernières années, on leur a demandé de continuer à exister parce qu'on avait besoin qu'ils produisent des petits volumes pour les États membres. Et donc, pour continuer à exister, ces petits volumes européens devaient être compensés par des grands volumes extra-européens, les grands contrats en Égypte, en Inde, en Indonésie, etc. Alors, ils ont structuré leur modèle comme ça. Un peu pour l'Europe, beaucoup pour l'international. Aujourd'hui, on leur dit, oui, mais il faudrait faire beaucoup pour l'Europe. Mais ce que disent les industriels, c'est on n'a pas forcément les usines, on n'a pas les ingénieurs, on n'a pas les techniciens. Et puis surtout, montrez-nous un carnet de commandes pour 15 ans. Pas un carnet de commandes qui suffira uniquement à remplir les stocks que vous avez donnés à l'Ukraine aujourd'hui si la guerre s'arrête demain. Donc le vrai défi, c'est un défi de ressources humaines, un défi de prévisibilité du business, et aussi un défi en termes de financement, parce que j'entends beaucoup d'industriels à Bruxelles nous dire en fait les banques elles me suivent pas. Parce que c'est pas forcément un business qui a l'air très populaire, parce que les banques font attention à leur image, etc. Donc je crois que là, il y a un triple problème, mais là où je vois quand même un effet positif, c'est le nombre d'industriels européens qui aujourd'hui ouvrent des bureaux à Bruxelles. Et ça n'existait pas avant, et ça montre bien qu'aujourd'hui, comme commence à y avoir de l'argent au niveau européen, alors il y a un intérêt au niveau européen, ils ouvrent des bureaux à Bruxelles, et là je crois quand même que quelque chose est en train de s'enclencher. Il y a un changement. Et Loïc Saillet, le nucléaire, il faut bien dire qu'on l'avait un petit peu oublié. Et peut-être parce que c'est la Russie, puissance nucléaire, qui attaque l'Ukraine, soudain on se dit, mais peut-être que le nucléaire, ça va avoir une importance. En tout cas, ça contribue à rendre un peu exceptionnel ce conflit, cette invasion russe en Ukraine. Alors, tout de suite vient l'idée au niveau européen. Il y a une puissance nucléaire en Europe, c'est la France. Est-ce que la France pourrait partager? Comment? Jusqu'à quel niveau? Sa dissuasion nucléaire, l'élargir aux 27 pays européens? Si par hasard les États-Unis, l'article 5 de l'OTAN venait être un peu défaillant, voilà. Il y a un débat
qui réagit, qui renaît sur le thème du nucléaire. Alors, est-ce que c'est un débat de spécialistes ou c'est un vrai débat ? Alors déjà, c'est un débat qui est beaucoup plus vieux qu'on ne le croit. En réalité, en France, déjà dans les années 60-70, il y avait cette méfiance vis-à-vis du fameux parapluie américain qui n'avait pas été testé parce qu'il ne pleuvait pas, comme pour reprendre l'expression de Philippe. Et notamment, le général de Gaulle pensait que les États-Unis ne seraient pas prêts à sacrifier l'une de leurs villes pour sauver, par exemple, Francfort ou Bruxelles. Et encore moins Tallinn. À l'époque, oui, c'était même pas... Que les Américains ont beaucoup de mal à situer sur la carte. Alors à l'époque, vu la situation des Pays-Bas, c'était même pas envisagé. Donc c'est ça qui a notamment motivé la France à se doter d'une arme nucléaire indépendante et d'une dissuasion indépendante. Et Emmanuel Macron avait fait preuve, à mon sens, d'un petit peu de prescience en 2020, lors de son discours sur sa stratégie de défense et de dissuasion, donc à l'école de guerre, donc pas très loin d'ici, où il avait effectivement appelé les Européens à avoir un dialogue stratégique entre eux pour réfléchir à qu'est-ce que pourraient être les intérêts vitaux européens, et puis pour les pousser aussi à s'intéresser un petit peu plus à la dissuasion nucléaire française, parce qu'il avait effectivement en tête cette idée que potentiellement les États-Unis ne seraient pas toujours là, et que surtout, les États-Unis allaient peut-être être occupés à dissuader à la fois la Russie et la Chine, ce qui pose la question de quel est l'avenir de la dissuasion américaine en Europe. Et malheureusement, son appel, disons, en février 2020, alors déjà à cause du Covid, et puis parce que la posture française était encore considérée comme un petit peu trop singulière, et un petit peu manquait d'humilité, on va dire, cette proposition française, elle n'avait pas vraiment été suivie des faits. Là, 4 ans plus tard, on voit bien que grâce ou à cause des menaces du président russe et de cette dimension nucléaire de la guerre en Ukraine, il y a vraiment un renouveau du débat. Alors je dirais plus que c'est au sein des pays européens plutôt qu'au niveau de l'Europe. J'ai l'impression que c'est surtout quand même, par exemple, en Allemagne, en Pologne parce qu'ils se sentent directement menacés par la Russie, en Roumanie, dans des pays du flanc Est. Et là, on voit vraiment un renouveau du dialogue et du débat sur l'arme nucléaire. Alors, après, qu'est-ce que la France peut faire en la matière ? Bon, c'est très clair, à mon sens, il n'y aura pas de partage de l'arme nucléaire française. C'est-à-dire qu'on voit quand même très mal... déjà, personne ne partage son arme nucléaire. L'idée du partage nucléaire américain, par exemple, c'est pas juste. L'expression de partage nucléaire n'est pas correcte. Ce sont des armes nucléaires américaines qui sont stockées dans certains pays de l'OTAN, sous des accords bilatéraux, et le possible emploi de cette arme nucléaire, il est décidé avec les États-Unis et le pays hôte. Donc en fait, le pays hôte ne dispose pas à volonté des armes nucléaires américaines. Donc déjà, le partage semble compliqué, parce que déjà, la France a beaucoup moins de têtes nucléaires que les États-Unis. Environ 300. Voilà, environ 300. Les États-Unis, ils sont à 1500 têtes nucléaires stratégiques, et aussi des armes nucléaires tactiques. Ce sont celles qui sont stockées dans ces pays de l'OTAN. Après, évidemment, ce qui est important, c'est de montrer aux États européens qu'il y a une connexion entre leurs intérêts vitaux et les intérêts vitaux de la France, donc ceux qui sont protégés par la dissuasion nucléaire française. Et c'est cette fameuse dimension européenne des intérêts vitaux français. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, surtout que les intérêts vitaux... On a lancé le débat. Pardon ? On a lancé le débat. Oui, c'est déjà important de l'avoir. C'est important de l'avoir avec des pays qui sont souvent frileux du nucléaire, par exemple l'Allemagne, qui est très proche du traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est aussi important de l'avoir avec les pays scandinaves qui ont une forte tradition de désarmement. Mais voilà, une fois qu'on a dit les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne, on comprend très bien que les alliés veulent en savoir un peu plus, veulent se sentir rassurés par cette déclaration. Et donc là, à mon sens, il y a un double effort à faire. Déjà, un effort au niveau du gouvernement, d'essayer d'éclaircir au maximum de ce qui est possible, justement, cette dimension européenne. Et puis, au niveau aussi de la communauté stratégique en France et en Europe, de proposer de plus en plus de débats sur le nucléaire militaire. Et, si j'ai bien compris, l'IRSEM Europe va être l'un des éléments moteurs de cette démocratisation, on va dire, de l'arme nucléaire française à l'étranger. Mais sérieusement, est-ce que les Français sont prêts à mourir pour Tallinn, Vilnius ou Riga ? La réflexion en fait qui est faite, et c'est ça la différence entre la dissuasion nucléaire française et la dissuasion nucléaire américaine, c'est que si techniquement Tallinn ou Riga sont en danger de mort, la France le sera aussi, ou le sera juste après. Et donc c'est ça en fait l'idée de la dimension européenne des intérêts vitaux.
c'est que dans les années 70, il était inenvisageable de penser que Hambourg était menacé sans que Paris le soit aussi. Et maintenant, avec la construction européenne, ça semble difficile de penser que Tallinn serait menacé dans ses intérêts vitaux, donc menacé dans sa destruction possible, sans que Paris, en fait, ne soit la prochaine sur la liste, enfin, sachant qu'il y a quand même la Pologne et l'Allemagne entre les deux. Mais voilà, c'est vraiment cette idée très, très forte. Sachant aussi, évidemment, que même si Donald Trump revient au pouvoir en novembre 2024, il y a des dispositions juridiques qui sont en train d'être prises aux États-Unis pour essayer de limiter sa possibilité de se retirer de l'OTAN. Et on voit mal, en fait, quand même, Trump mettre fin à la dissuasion élargie américaine. Donc, en fait, ce qui est important à concevoir aussi, c'est cette articulation, cette éventuelle complémentarité entre la dissuasion nucléaire française, la dissuasion nucléaire britannique, qu'on oublie souvent et qui existe, ils ont un petit peu de mal à exister, mais ils existent quand même, et la dissuasion nucléaire américaine élargie à l'OTAN. Pierre Haroche, si l'OTAN venait à disparaître, qu'est-ce qui se passerait pour l'Europe de la défense ? Alors, je voudrais juste rebondir sur cette question nucléaire, parce que j'ai essayé de participer aussi un petit peu à ce débat, et je pense effectivement que c'est un débat très intéressant. Moi, j'ai fait une proposition en disant, un peu comme ce que dit Héloïse, peut-être que pour l'instant, on n'a pas les moyens de proposer de stocker des armes nucléaires françaises sur le territoire d'un autre État, mais peut-être qu'au lieu de parler d'un lien, d'une défense de l'Europe indirecte, c'est-à-dire on a des intérêts vitaux, c'est notre seul critère, et ces intérêts vitaux ont une dimension européenne, on pourrait dire, comme beaucoup d'États le disent dans leur doctrine nucléaire, on a deux choses à cœur. On a d'abord nos intérêts vitaux et deuxièmement la défense de l'Europe. Je disais que les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni font cette pensée en deux temps. Après, je suis d'accord, ça pose tout un tas de questions sur la façon de clarifier et de crédibiliser cette parole. Ça s'inscrit aussi dans une logique de complémentarité, c'est-à-dire que, comme l'a dit Héloïse, l'enjeu, c'est pas est-ce que tout ou rien, est-ce que c'est pas la France va protéger tout le monde ou pas du tout, bon. Mais je suis d'accord qu'effectivement, c'est quelque chose qui certainement va continuer à avancer. Alors, vous me dites, l'OTAN disparaît. Je rebondis sur la remarque d'Héloïse en disant, c'est pas forcément ça le scénario le plus crédible. Le scénario le plus crédible et le plus facile finalement pour un Américain qui n'est pas très intéressé par l'OTAN, c'est un concept qui est déjà avancé par certains partisans du président Trump, c'est plutôt l'OTAN endormie. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de sortir formellement et du coup de rentrer dans une guerre avec les pro-OTAN du Congrès. Il suffit de rester dans l'OTAN, mais de ne pas y mettre beaucoup de volonté politique. Parce que l'OTAN ne vous contraint pas... Un partenaire dormant, en quelque sorte. Ben voilà, parce que l'OTAN ne vous contraint pas à grand-chose. Par exemple, le parapluie nucléaire, vous pourrez dire formellement, il est là, mais si un jour on me demande d'appuyer sur le bouton rouge, je ne vais pas le faire. Et ça, personne ne vous oblige à le faire. Et de même, l'article 5... il vous donne des obligations politiques, mais après, personne ne vous dit que vous êtes obligé d'envoyer 300 000 soldats américains en Europe s'il y a un problème. Vous pouvez dire, j'ai envoyé quelques armes et c'était ça ma réponse à l'article 5. Donc, tout dépend de l'engagement politique qu'un président veut mettre dans sa participation à l'OTAN. Et ce qu'on doit craindre, c'est ça. C'est un OTAN qui est toujours là, mais où les États-Unis considèrent que leur participation, elle pèse moins qu'elle le faisait auparavant. Philippe Pierchot, on arrive un peu au terme de cette séquence, on a encore quelques minutes. Je voudrais peut-être que vous réagissiez à cette question. Si l'Ukraine devait perdre cette guerre, qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Europe ? D'abord, je pense que ce qui se passe en Ukraine, ça nous re-questionne totalement sur ce que ça veut dire de perdre ou de gagner une guerre. Parce que, en fonction de la personne à qui vous posez la question, gagner une guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me souviens que Raymond Aron disait survivre, c'est vaincre. Et que l'Ukraine, déjà, elle a montré ces plus de 2 dernières années, voire 3 années, qu'elle était capable de survivre une attaque massive par une des premières puissances du monde. Elle nous a surpris parce qu'elle est incroyablement résiliente. Elle est incroyablement résiliente. Et je vois mal, même si... peut-être vous avez suivi dans les infos que l'ancien président Vladimir Medvedev a publié une carte très provocante de la situation telle que rêvée par les Russes, avec un bout de l'Ukraine attribué à la Hongrie, un autre à la Roumanie, un autre à la Pologne, le reste à la Russie. Il restait quand même un petit bout d'Ukraine
sur la carte de Medvedev. Non, ce qu'il faut, c'est s'assurer que l'Ukraine, résiste, et 2, que ce soit l'Ukraine et seulement l'Ukraine qui décide des critères de gagner ou pas cette guerre. Et nous, les Européens, on doit la soutenir là-dedans. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui dans un débat de savoir si l'Ukraine peut vraiment perdre. Mais ce qu'il faut, c'est s'assurer que les Ukrainiens puissent faire leur propre choix. On parlait d'autonomie stratégique en toute autonomie. Ce que ça voudrait dire pour les Européens, que les Ukrainiens soient obligés d'abandonner, sans être même forcément totalement envahis par la Russie, c'est que, bien entendu, ça nécessiterait de repenser tout le dispositif de sécurité des Européens, dans un contexte dans lequel on n'est pas sûr de quelle sera la réaction des Américains dans 3 ans, dans 5 ans, et que même si les armes venaient à se taire en Ukraine, la capacité de production industrielle de la Russie ne s'arrêterait pas. La Russie ne passerait pas d'une économie de guerre à une économie de paix du jour au lendemain. Donc ce qui veut dire que l'économie de guerre, même si le terme est un peu abusif, qu'on a aujourd'hui en Europe, elle sera là pour 10 ou pour 15 ans, peu importe ce qui se passe en Ukraine. Parce que les défis, avec ou sans l'Ukraine, seront les mêmes vis-à-vis de la Russie dans 10 ans. Peu importe ce qui se passera à Kiev demain ou après-demain. Pierre Haroche, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin, en tout cas je pense, parce qu'on n'a plus que 2 minutes d'antenne. Je vous pose cette même question pour entendre votre analyse. Est-ce que si l'Ukraine devait perdre cette guerre, ou en tout cas si la Russie devait partiellement la gagner, qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Europe ? Déjà, je pense que maintenant, je ne ferai même plus la différence entre l'Europe d'un côté et l'Ukraine de l'autre. Je pense que l'Ukraine est de fait le rempart de l'Europe. Et donc, si le rempart de l'Europe s'effondre ou s'affaiblit, ça veut dire que c'est l'Europe qui recule et c'est la ligne de défense de l'Europe qui recule. Et ça voudrait dire qu'il faudrait rebâtir ce rempart plus loin. Et ce sera toute la difficulté. Moi, je trouve ça veut dire quoi, rebâtir ce rempart plus loin ? C'est-à-dire avoir un pays plus loin et une capacité de défense aussi acharnée que celle que les Ukrainiens ont montrée. Et ça, je pense que c'est une expérience, si vous voulez, positive de ce qu'on a vu dans ce combat, c'est qu'on a vu qu'il y avait un pays qui était capable de jouer ce rôle de rempart de l'Europe et de se mettre en travers du passage de la Russie. Ce qui n'est pas joué d'avance, parce qu'on dit oui, ils se battent pour leur pays, mais il y a plein de pays dans lesquels, même s'ils se battent pour défendre leur pays, ils n'y arrivent pas, ou ils n'ont pas les ressources matérielles ou morales ou la cohésion nationale suffisante pour le faire. Donc on a de la chance d'avoir un pays qui est capable de jouer ce rôle et qui veut jouer ce rôle avec nous. Donc je pense que l'Ukraine, c'est déjà notre rempart. Quand on arme l'Ukraine, quand on dit à l'Ukraine, on va vous intégrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN, on fortifie notre rempart. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et si notre rempart a des brèches, si notre rempart s'effondre, c'est une vulnérabilité directe pour nous. Merci Pierre Haroche, merci à tous les trois. Pierre Haroche, professeur au Queen Mary University de Londres. Merci Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et bien sûr, merci Philippe Perchoc, IRSEM Bruxelles ou IRSEM Europe, comment on dit ? On dit plutôt... On est l'IRSEM Europe et on est à Bruxelles. Oui, c'est la fin de ce 4e épisode de Pensée stratégique. Un Pensée stratégique un peu exceptionnel puisqu'enregistré au Paris Defense and Strategy Forum. Le mois prochain, un Pensée stratégique plus classique. Et en attendant, c'est à vous de penser stratégique.